Ce qui est important, et ce qu'on va voir avec vous, c'est qu'il y a des tas de gens qui achètent des prothèses, qui disent ça marche pas, qui les mettent dans un tiroir, et puis qui continuent comme ça. Donc là, le rôle de l'audioprothésiste, il est central, et c'est de ça que vous allez nous parler. Voilà. Bon, je disais que ça pouvait paraître simple de parler du rôle de l'audioprothésiste, mais en 15 minutes, c'est audacieux et je vais tâcher d'être concis et efficace. J'en profite quand même pour vous remercier de cette invitation, Monsieur Durousseau, et puis de le féliciter pour la qualité de ces colloques annuels. Le rôle de l'audioprothésiste, donc tout d'abord la définition de l'appareillage auditif. L'audioprothésiste donc va comprendre le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de l'appareil auditif, et ce, durant toute la durée de vie de l'appareil auditif, ce qui est important, parce que même plus tard, au bout de 5 ans, 6 ans encore, l'audioprothésiste doit adapter l'appareil si l'audition a évolué chez son patient. C'est un devoir. Donc le choix de l'appareillage auditif fera partie du rôle de l'audioprothésiste. Il va prendre en compte ce que pense le médecin, puisqu'il ne peut pas adapter l'appareillage sans prescription médicale au préalable, ce que pense le patient et l'entourage. C'est souvent l'entourage qui va pousser d'ailleurs le patient à se faire appareiller, parce que pour lui, c'est les autres qui ne parlent pas bien, qui n'articulent pas bien, et c'est lui qui par contre a une bonne audition. Donc l'entourage a un rôle important, décisif pour passer le cap. L'audioprothésiste va prendre en compte les contraintes techniques, anatomiques, donc la forme du conduit auditif, par exemple l'audiologique, le type de perte auditive, psychologique, c'est effectivement l'acceptation psychologique du patient à se faire appareiller, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas toujours facile, c'est un handicap aussi qui ne se voit pas, donc qui a du mal à être compris par le sujet et par l'entourage aussi, donc l'audioprothésiste doit faire preuve d'empathie, de patience et être à l'écoute de son patient. Il va prendre en compte le mode de vie du patient, s'il a plutôt une vie calme à la maison ou plutôt une vie active, dynamique. Donc l'appareil auditif peut être connecté par exemple avec différents éléments comme le téléphone portable, un appareil qui peut être aussi rechargeable pour des personnes qui ont des problèmes de dextérité par exemple. Et une fois qu'on a choisi l'appareil, on va pouvoir l'essayer. Il y a un essai gratuit, sans engagement et obligatoire pour le patient. Depuis 1757, du cornet acoustique, on est arrivé aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Les technologies évoluent de plus en plus vite, un peu comme notre téléphone portable. Au bout d'un mois, il y a des nouveautés qui arrivent. Donc l'audioprothésiste se doit d'être formé régulièrement aux nouvelles performances. On va distinguer deux formes d'appareil auditif. Il va y avoir ce qu'on appelle le contour d'oreille. C'est un petit boîtier derrière le pavillon avec un petit fil et une partie qui rentre dans l'oreille, versus l'intra-auriculaire qui rentre complètement dans l'oreille. La différence majeure, ça va être l'obstruction du conduit. L'un va permettre de conserver le conduit auditif ouvert, éviter ce qu'on appelle l'autophonation, c'est-à-dire la résonance de sa propre voix. L'intra-auriculaire, lui, l'électronique étant complètement insérée dans le conduit auditif, il va y avoir une obstruction du conduit. Quand on va parler, on va sentir la voix qui va résonner un petit peu du nez. On peut tous faire l'expérience en bouchant les oreilles en parlant, on va le ressentir. Donc ça, c'est une différence déjà majeure entre les deux. D'autre part, l'appareil en contour d'oreille, il y aura deux microphones qui vont permettre de capter les sons avant et les sons arrière et permettre de retrouver l'effet directif du pavillon qui va capter les sons avant et bloquer les sons arrière. Donc ça va être un plus pour la compréhension de la parole dans le bruit avec le contour. Quoi qu'il en soit, chaque appareil va avoir donc un microphone qui va capter le signal entrant, la parole et le bruit, un microprocesseur qui va analyser les scènes sonores dans lesquelles va se trouver le patient, dans le calme, dans le bruit sans parole, bruit avec parole, musique, situation réverbérante ou encore en voiture. Et puis un système de compression où l'audioprothésiste va régler l'appareil pour que le patient perçoive les sons faibles et ne soit jamais agressé par les sons forts. Et une fois que tout ça est traité, ça va sortir par haut-parleur. Le docteur Mamel, tout à l'heure, parlait des différentes classes d'appareils auditifs. En effet, on va avoir les classes 1 totalement remboursées par la Sécu et la mutuelle et les appareils de classe 2 tarifs libres. La différence majeure entre ces gammes, entre différentes performances, puisque aussi en classe 2, il y aura l'entrée, le moyen, le haut de gamme, va essentiellement être sur deux points. Je reviens en arrière. Ça va être sur ces différentes sets sonores en mémoire dans l'appareil. Donc plus l'appareil sera performant, plus il y en aura. Et puis, la capacité de l'appareil à découper l'audiogramme, l'échantillonner en fines bandes de fréquences pour corriger chaque point indépendamment les uns des autres. On appelle ça des bandes de fréquences ou des canaux. Donc sur l'appareil de classe 1, on doit avoir un minimum de 12 canaux et on peut aller jusqu'à 24 canaux. Donc plus il y en aura, plus la correction sera fine et efficace, notamment au milieu bruyant. On va distinguer plusieurs types de contours. Il va y avoir les surpuissants pour la correction des pertes importantes, on dit même profondes, avec un tube standard et le signal va passer à travers le tube. Et puis on va aller jusqu'au petit boîtier, le micro-contour derrière le pavillon,
avec un écouteur qui sera directement dans le conduit auditif. Donc le signal ne passe plus à travers un tube. Il y a donc moins de déperdition d'énergie, l'efficacité sera meilleure, peut-être un peu plus fragile aussi, puisque l'écouteur sera dans un terrain hostile qu'est le conduit auditif, avec le cérumen, la transpiration. L'intra-auriculaire aussi va pouvoir être en différentes tailles. On va avoir l'intracon qui va prendre toute la forme de l'oreille. Donc c'est un appareil qui est vrai, se voit et ne se vend pas beaucoup en France parce que l'esthétique est importante en France par rapport à d'autres pays comme les pays anglo-saxons. Pourtant, c'est un appareil très efficace, robuste, rechargeable, connectable, très facile à manipuler. Mais en France, si on fait un intra-auriculaire, ce sera plus un appareil invisible, un intra avec une petite pile qui se change tous les 2-3 jours. Depuis peu, il y en a un qui est rechargeable. Ou un lyrique, c'est un appareil à insertion profonde et permanente que le patient va garder 2 à 3 mois, et tous les 2-3 mois, l'audioprothèse va le changer. C'est vrai qu'en France, c'est l'acceptation psychologique, on en a parlé tout à l'heure, le rapport avec le vieillissement, la sensation d'être diminué, donc on ne veut pas que ça se voit, c'est quelque chose qui est ancré spécialement chez nous. Mais qui évolue, ça évolue. Donc on comprend que l'audioprothèse doit prendre en compte beaucoup de paramètres, et ce n'est pas tout. L'oreille interne, la cochlée, présente 3 types de distorsions, et l'audioprothésiste doit en tenir compte pour régler les appareils correctement. Je vais tâcher d'être simple pour comprendre quelque chose d'assez complexe. Donc dans la cochlée, il va y avoir les cellules ciliées qui vont être lésées lorsqu'il y a une perte auditive. Là, on voit une cochlée saine avec les 3 rangées de cellules ciliées externes, et puis celles qui sont endommagées. Donc quand ces cellules sont endommagées, il va y avoir des distorsions. 3 types. La première, distorsion d'intensité, c'est-à-dire que le patient va avoir une perception sonique qui va croître plus vite qu'un normand-entendant. C'est-à-dire que la sensation d'intensité va aller beaucoup plus vite. J'essaye de faire simple, un son très très faible. Puis avant que ce soit très très fort et que ça fasse mal, pour le normand-entendant, il va y avoir une échelle de dynamique, comme on dit, assez large. Un malentendant, le signal va être très très faible, puis on va monter, mais très rapidement ça va faire mal à l'oreille. C'est pour ça que beaucoup de patients malentendants disent « mais je ne comprends pas, pourtant ce bruit-là me fait mal, c'est fort, et pourtant les sons faibles, je ne les entends pas bien ». Donc ça c'est une première type de distorsion. On va ensuite avoir les distorsions fréquentielles. Quand on voit que chaque cellule, en principe, code pour une fréquence, quand elles sont lésées, eh bien les cellules qui sont de part et d'autre vont les remplacer. Et donc vont coder pour cette fréquence, mais ce sera beaucoup moins fin, donc ça va être diffus, donc la fréquence sera moins précise. Et puis, distorsion temporelle. Un exemple d'un logatome, AGA, eh bien le A va manger le A dans le temps, donc le patient ne va pas entendre le G. Entre AGA ou AK, ce sera la même chose pour une personne malentendante. Et puis il y a les voyelles également, qui sont difficiles de comprendre pourquoi on confond des voyelles, le U et le I par exemple. Eh bien, une voyelle est constituée de 2 formants, toujours. Et il y en a certaines qui ont des formants identiques. Exemple, U et I, 320 Hz. Donc si on a une perte dans les aigus, on n'entendra pas le deuxième formant qui fera la différence. Et le patient entre début ou débit, ce sera exactement la même chose. Donc l'audioprothèse doit analyser toutes ces distorsions en faisant des tests complémentaires. Donc mesurer le seuil auditif du patient, ici, le seuil de confort. Donc on aurait pu faire un trait ici pour mesurer à partir de quand le signal est confortable, et le seuil d'inconfort, à partir de quand donc le signal est désagréable. Chez un normand-entendant, on va avoir le seuil auditif ici en jaune, qui montre que le patient donc entend bien. Le seuil d'inconfort, on a une dynamique importante qui est large, et l'audioprothésiste doit rentrer tout ce champ dynamique dans celle du normand-entendant qui est beaucoup plus étroite, et donc compresser le signal, donc pour que ce soit confortable et efficace. On va faire des vocales également, donc répéter des mots dans le calme et dans le bruit. Dans le bruit, c'est très important parce qu'on peut avoir une perte auditive a priori identique entre 2 patients, et pourtant cette capacité d'intégrer le signal au niveau cortical dans le bruit, de discriminer la parole du bruit, peut être différente d'un patient à l'autre. Donc il y a des personnes qui peuvent vraiment avoir des difficultés à discerner le bruit de la parole, et ça peut donc aider l'audioprothésiste à faire son choix sur l'appareillage avec un appareil ayant des réducteurs de bruit plus efficaces par exemple. Puis c'est pas tout. Dans le conduit auditif, ce petit canal, eh bien, au niveau acoustique, il se passe beaucoup de choses. Il va y avoir le signal entrant, qui va faire vibrer le tympan, les osselets, qui va arriver jusqu'au niveau central. Il va y avoir des fuites de son, parce que ça va réverbérer. Il y aura aussi un petit peu de son qui va ressortir. Puis quand on met l'appareil auditif en vert, il va y avoir la correction qui se rajoute. Donc à l'intérieur, au niveau acoustique, il se passe beaucoup de choses. Et l'audioprothésiste se doit de mesurer la pression acoustique au tympan pour vraiment analyser tout ce qui se passe et ajuster l'appareillage correctement. Et puis l'audioprothésiste doit prendre en charge les acouphènes.
Les acouphènes, par définition, c'est la perception d'un son uniquement par le patient, sans source sonore externe. Il va donc prendre en charge ce patient uniquement sur prescription médicale aussi. Les acouphènes dits chroniques, c'est-à-dire installés depuis plus de 6 mois, et subjectifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas mettre un micro dans l'oreille et enregistrer le signal. L'audioprothèse va faire des examens complémentaires aussi, une acouphénométrie, si possible haute définition, c'est-à-dire au hertz près, pour déceler des micro-pertes auditives, donc des fines pertes auditives qu'on peut dire invisibles. Et avec l'appareil auditif, il va corriger, amplifier les sons faibles pour enrichir le paysage acoustique et détourner le cerveau de l'acouphène sur des sons existants. Ça peut ne pas suffire et dans ce cas-là, l'audioprothèse va utiliser des bruits colorés, bruits blancs, rouges, bleus, pour aussi détourner l'attention du cerveau de l'acouphène sur un autre signal. Alors on se pose la question, pourquoi un autre bruit alors qu'on en a déjà un qui nous gêne? Eh bien, parce que cet autre bruit, qui sera, je répète, finement réglé, cet autre bruit va détourner le cerveau de l'attention de l'acouphène sur un signal que le patient va pouvoir maîtriser. Il pourra l'augmenter, le diminuer, le retirer, contrairement à l'acouphène qu'il va subir. À cela peut se rajouter aussi d'autres éléments périprothétiques, des micros qu'on peut déporter, qu'on peut connecter au téléphone portable, par exemple, donc recevoir les appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. On peut aussi avoir des boucles magnétiques qui sont installées dans les pièces comme ici. On met un programme et on reçoit le signal directement dans les appareils. La boucle magnétique va disparaître pour être remplacée par la technologie Bluetooth dans peu de temps, qu'on appelle l'Auracast. Voilà. Donc en résumé, l'audioprothèse doit faire une anamnèse, c'est-à-dire un questionnaire avec les patients pour choisir l'appareil qui lui convient au mieux, un essai gratuit sans engagement, faire des examens complémentaires et assurer le confort de l'appareil et de son efficacité durant toute la durée de vie. On conseille aux patients, une fois que l'appareillage est terminé, de revenir au bout d'1 mois pour faire un contrôle et au moins tous les 6 mois pour analyser, donc mesurer l'audition, contrôler le bon fonctionnement des appareils et il a le devoir de le faire durant toute la durée de vie des appareils. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Un truc qui est vraiment très très important à faire passer comme message, c'est si vous avez une audioprothèse et que ça ne fonctionne pas, il faut retourner voir votre audioprothèse. Votre mission, c'est que ça marche. Hein, c'est pas monsieur, je vous mets un truc, c'est le dernier cri et ciao bye bye. Vraiment, votre mission, c'est que ça marche. Absolument. Et souvent, les patients n'osent pas retourner chez l'audioprothésiste, mais en fait, dans le prix initialement, tout ce suivi est compris. Donc, l'audioprothésiste se doit de trouver des solutions, même dans le temps. Absolument. C'est très important. Et c'est aussi pour ça qu'il faut choisir son audioprothésiste en fonction de, je sais pas, d'un lien de confiance et d'affinité aussi qu'on a avec lui. Pardon ? Il faut choisir l'audioprothésiste en fonction d'un lien de confiance et d'affinité qu'on a avec lui. Il va s'installer un climat de confiance qui est très important. Et ce n'est pas qu'une fois, puisque la vie de l'appareil est au moins de 5-6 ans. Donc il y aura des échanges. Le patient en cabine va parler de sa vie privée un petit peu, de son quotidien. Donc oui, il faut faire confiance en la personne avec qui on est, absolument.